Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve chez le plus grand constructeur de véhicules de loisirs du Québec, Safari Condo. Je suis vraiment excité parce que là, on s'en vient rencontrer Dominique Nadeau, qui est la présidente de Safari Condo, puis c'est elle qui va nous faire une visite de l'usine de Safari Condo. Fait qu'on va pouvoir tout découvrir leur processus de construction de ces véhicules-là, comment ils font pour construire des véhicules qui sont légers mais durables. On y est, là, dans le fond? Oui, c'est pas mal notre départ. C'est là que ça commence, les roulottes Alto. Fait que là, on va commencer par l'usine des roulottes Alto. C'est ça qui est vraiment votre produit distinctif, je pense, qui est le plus révolutionnaire dans ce que vous faites. Fait que là, ici, c'est comme ça que ça commence, les roulottes, dans le fond? Oui, absolument. Donc, on commence avec nos rouleaux d'aluminium. Alors, on fait, avec l'Alto, on fait vraiment tout le laminage de nos panneaux qui font le plancher, les murs, le toit. Tout est fait à l'interne. Fait qu'en fait, on achète des rouleaux d'aluminium pré-peints. On a deux couleurs dans l'Alto. On a déjà fait du jaune au tout début, mais toujours l'argent qui est notre classique. Puis maintenant, là, on a un petit bleu pâle aussi. Alors, on déroule nos longueurs d'aluminium selon la grosseur de la roulotte qu'on va faire, donc la longueur de la roulotte. On a en fait deux produits ici. Donc, on a de l'aluminium simple, qui est vraiment ce qu'on utilise principalement pour faire l'intérieur de la roulotte, donc les murs intérieurs, alors qu'ici, c'est de l'alu-fiber. Fait que l'alu-fiber, c'est un produit breveté de notre fournisseur qui est en fait de l'aluminium laminé sur une très, très mince couche de fibre de verre. Okay. Ce que ça nous permet, en fait, c'est que sur l'extérieur de la roulotte, ça nous donne une plus grande résistance, entre autres à la grêle, s'il y a des roches qui vont sur le devant de la roulotte. Qu'une feuille d'aluminium qui, elle, ne prend pas les impacts. Là. Exact, qui va se bosser très, très facilement. Fait que le fibre de verre nous donne une plus grande rigidité. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure qualité. Grosso modo, ce qu'on s'est donné comme objectif, puis avec ça, on l'atteint, c'est d'avoir la même résistance que l'automobile. Okay. Donc, s'il y a une tempête de grêle et que votre voiture est correcte, en théorie, la roulotte devrait être correcte. Mais si la grêle est grosse comme une balle de baseball, bien là, probablement que tout va être bossé. Oui, je comprends. Puis pourquoi avoir été avec ce matériel-là plutôt que, tu sais, la plupart des roulottes, c'est fait avec que du fibre de verre, la plupart, puis qui va avoir comme des joints entre les feuilles, des fois qu'on va voir apparaître un petit peu. Pourquoi avoir été avec ça? Beaucoup du concept de l'Alto tournait autour de nos panneaux sandwich laminés. Donc, c'est clair qu'on ne voulait pas de joints dans ces panneaux-là parce que c'est une construction monocoque. Donc, on avait vraiment besoin là, que tout ça se tienne ensemble. C'est ce qui faisait notre structure. Fait que la grande qualité de l'Alto, c'est sa légèreté. Mais on voulait vraiment une construction sans joints. Mon père, qui a développé l'Alto, c'est un pilote d'avion. L'aluminium, c'est un matériel en aviation qu'il connaissait très, très bien. Il a bâti ça en avion dans le cave chez nous, dans la maison. Ah, ouais. Donc, il était beaucoup plus familier avec, je vous dirais, les forces et les faiblesses de l'aluminium. Et ça l'a aussi un peu dicté les choix de matériaux qu'on a fait. Mais l'avantage, on a toujours eu le développement durable au cœur de ce qu'on fait. L'avantage de l'aluminium, ça se recycle de façon infinie, sans jamais perdre de qualité. Donc, d'ailleurs, notre aluminium qu'on achète, c'est un manufacturier de l'Europe, mais 50 de l'aluminium qui est utilisé dans ces rouleaux-là, c'est de l'aluminium recyclé. Donc, on a 50 de contenu recyclé pour notre aluminium d'Alto. Intéressant. Oui. Cool. On continue? C'est drôle. Quand on vient pour faire le laminage de nos panneaux, comme ici, on a un toit pour une Alto de 17 pieds, on va venir étendre la colle. Donc, on a déjà mis notre alu-fiber, qui est la couche extérieure, en fait, de notre sandwich. On va venir mettre notre colle. Ensuite de ça, juste à côté, sur la table, on a ce qu'on appelle là, notre matériel alvéolé, là, qui est l'intérieur de notre sandwich. Fait que c'est vraiment du nid d'abeille en polypropylène qui va venir se mettre à l'intérieur, collé. Ensuite, on va revenir mettre une autre couche de colle. Et ensuite, on va venir mettre la dernière feuille d'aluminium qui va faire la dernière couche de notre sandwich. Et ensuite de ça, on remet une bâche par-dessus ça. Puis tous nos moules, c'est des moules en fait à vacuum. Fait qu'en fait, on tire l'air. Puis, c'est ce qui vient mettre la pression sur notre panneau pour s'assurer qu'on a une bonne adhésion des diverses surfaces dans notre sandwich. OK. Le matériel alvéolé, lui, il sert à quoi? Dans le fond, c'est l'isolation puis ça te rajoute de la structure? À la base, la première chose, c'est vraiment la structure. L'isolation, c'est une considération secondaire. Okay. Fait que oui, ça a un aspect isolant. Mais l'Alto, elle a des grandes qualités. Son isolation, c'est probablement ce que les clients nous diraient qui est notre faiblesse.
Fait qu'elle est aérodynamique, elle est légère, elle a plein de belles qualités, mais c'est clair que ce matériel-là, au niveau du facteur isolant, c'est pas... c'est le compromis qui est exact, à faire. Exact. Puis est-ce qu'il existerait j'imagine que vous devez y réfléchir des fois de trouver une façon d'avoir un matériel similaire à ça, mais qui viendrait isoler d'une plus grande valeur? Oui, donc on a fait des tests. On est encore en train de faire des tests. On cherche un peu partout. On a fait venir un matériel de la Chine, on a fait venir des matériels de différents fournisseurs. Donc on cherche tout le temps. Mais oui, c'est clair que ça, c'est peut-être le point à améliorer. Puis on est en recherche active d'alternatives. Okay. Je dirais que le principe chez nous, ça a toujours été, on est des utilisateurs de nos produits. Puis on aime voyager, faire du camping, on n'aime pas avoir à les entretenir, puis on n'aime pas les problèmes, comme je pense la majorité des propriétaires de VR. Donc, on essaie d'avoir des produits, effectivement, qui sont pensés, conçus pour, j'allais dire, minimiser les risques d'avoir des problématiques, d'avoir des mauvaises surprises. Donc, oui, on limite le nombre de joints. On a aussi beaucoup de méthodes d'assemblage puis de fabrication où on a, la plupart du temps, je vous dirais, le principe, c'est toujours d'avoir 3 redondance pour éviter les infiltrations d'eau. Okay. Donc, souvent, il va y avoir 3 barrières parce que c'est construit par des humains. Donc, ça se peut qu'il y ait un joint pas bien fait, mais s'il y en a 3, il faut être malchanceux pour que les 3 joints ne soient pas bien faits. Donc, l'idée d'avoir de la redondance, là, ça aussi, ça vient de l'aviation. En aviation, on aime toujours avoir plus qu'un système de sécurité. Question de ne pas crasher. Exact. Ben, nous, c'est plus côté infiltration d'eau, mais d'avoir de la redondance, ça nous donne la sécurité de ce côté-là aussi. Hein. Donc là, si je comprends bien, dans la structure et dans le plancher, il n'y a pas de bois qui est utilisé. C'est tout en des matériaux, justement, que si jamais il y avait une infiltration, il n'y aurait pas de pourriture ou de moisissure à quelque part. Absolument. Fait que c'est de l'aluminium puis du plastique, tout simplement. Fait que c'est ce qui fait l'entièreté de la structure de l'Alto. En fait, le seul bois qui rentre en jeu, c'est vraiment quand on arrive dans les armoires à l'intérieur. Okay. Sinon, c'est vraiment tous des matériaux composites ou aluminium. Puis effectivement, l'infiltration d'eau a beaucoup moins d'impact là-dedans. Ça pourrit pas, ça n'a pas... même notre aluminium, ça n'a pas le côté, ça rouille pas. Ouais. Puis on fait beaucoup attention aussi à la corrosion galvanique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir différents métaux qui entrent en jeu dans l'Alto. Pas que ça se contamine. Exact. Donc, nous, on a toujours des isolants. Quand c'est pas aluminium sur aluminium, mais qu'on a du stainless, qu'on a un autre type de métal, bien, on isole nos 2 métaux pour pas qu'ils aient envie de s'oxyder l'un et l'autre. Quand on a commencé les Altos pendant des années, en fait, ce qu'on fait avec des CNC aujourd'hui, on le faisait avec des gabarits pleine grandeur puis une toupie à la main. OK. Tu avais comme un plywood que tu mettais dessus. Exact. Puis là, on découpait les portes puis les fenêtres puis la forme du mur et tout ça. Puis à un moment donné, on avait un volume assez important qu'on était capable de justifier l'achat d'une CNC. Là, puis à un moment donné, là, on a acheté une deuxième, effectivement. En fait, les petits trous qu'il fait présentement, c'est les lumières. Ah, OK. Fait que, des fois, c'est pas... Ouais, c'est ça, c'est... En fait, souvent, il va faire des fois certains trous, puis après ça, nous, on reprend, on le ça, ou on va aller revider, parce que là, au moins, pour tu as ton vider... guide de où c'est qu'il faut qu'il perce. Ça nous permet de voir le centre du trou. Puis après ça, nous, on prend, on le ça, puis là, on vide tout le nid d'abeille qui est en dedans. Parce que ça, il faut le faire à la main. J'imagine que quand vous investissez dans une machine comme ça, vous devez avoir un super bon gain en efficacité puis en rapidité pour sortir plus de roulottes de votre chaîne de montage. Ah, c'est clair. Puis aussi, rapidité, efficacité, c'est clair, mais aussi, on a eu beaucoup de gains. En tout cas, nous, on voit ça comme des gains potentiels, là, mais juste en prévention d'accidents potentiels. Ah, c'est ça. Parce que quand on le faisait avec une toupie à la main, il y avait beaucoup, il fallait s'étirer beaucoup. Puis là, tu as quelque chose de lourd au bout des bras. Fait qu'honnêtement, je trouve qu'on n'avait jamais eu d'accident réel côté CSST. Mais on se disait que c'est quelque chose qui pouvait arriver. Fait qu'avec ça, on a des beaux gains aussi, là, ça c'est clair. Ouais, je comprends. Là, on est vraiment dans le châssis des Altos. Oui, absolument. Les châssis, est-ce qu'ils sont tous construits de A à Z ici ou c'est des châssis qui arrivent de notre usine? Ou... Non, on fabrique l'ensemble de nos châssis. Donc, on voit un petit peu sur le rack qui est là. Notre châssis, c'est un châssis d'aluminium dans l'Alto, donc c'est pas un châssis d'acier, contrairement à Airstream, qui, oui, est une roulotte en aluminium, mais qui a un gros frame d'acier assez lourd. En fait, on utilise 2 extrusions qui sont cintrées, on les met ensemble, puis ça fait un A. Fait que ça fait vraiment la forme de notre châssis. La table qui est ici, où on assemble notre châssis, bien, c'est aussi une table qui sert de gabarit. Fait qu'à la base, on commence par assembler le châssis. Donc, on met nos 2 extrusions qui font notre châssis. Ensuite, on vient mettre notre essieu, notre main puis notre pare-choc à l'arrière. Ensuite de ça, cette table-là, bien, elle a un point de pivot. Donc, complètement à droite, on voit qu'il y a une section avec un pivot.
Et avec le faire pont une roulant, rotation. on peut l'amener du bon côté. Fait qu'on la pivote et on vient coller notre plancher sur le châssis. Et on met quelques boulons pour s'assurer que le plancher ne bouge pas. Parce que, ultimement, la colle est l'élément principal qui va tenir le plancher sur le châssis. Mais il y a tellement de colle que ça peut prendre quelques semaines avant que toute cette colle-là va curer. Après ça, on ramène à l'envers. Et là, on vient finir d'installer nos réservoirs qui sont en dessous de la roulotte. Toutes les Altos, on a toujours développé nos propres réservoirs. C'est des réservoirs qui sont profilés. Fait que sur le dessous de la roulotte, nos réservoirs, on voulait optimiser l'aérodynamisme. Fait qu'ils viennent épouser l'essieu, de chaque côté. Donc, notre point le plus bas, c'est pas mal l'essieu. Puis après ça, nos réservoirs reviennent vers le plancher, ce qui nous donne une forme un petit peu plus uniforme, plus aérodynamique. Okay. Et là, avec la A21-24, on a en plus développé un sous-plancher qui vient complètement uniformiser tout le dessous de la roulotte. C'est de minimiser tout ce qui est turbulence que ça peut créer en dessous de la roulotte. Fait qu'avec le sous-plancher, on a eu quand même des gains importants. Assez qu'on regarde même voir... C'est plus complexe construire avec un sous-plancher parce qu'il faut l'installer à la fin. Et là, on n'est plus aussi facilement accessible. Oui, il faut que tu te couches en dessous. Exact. Fait que c'est plus complexe, mais on aimerait simplifier l'installation assez qu'on pourrait peut-être l'offrir sur l'ensemble de nos roulottes. Là. Parce qu'il y a quand même... Il y a un bon gain. Il y a quand même un gain intéressant côté aérodynamisme. Et bien sûr, consommation d'essence. Ben oui. Qui dit aérodynamisme amélioré va aussi réduire la consommation d'essence globale. Et parlant d'aérodynamisme, est-ce que vous faites des tests ou comment vous faites pour justement apprendre ces choses-là, comme les turbulences qu'on parlait en dessous du véhicule? C'est quoi exactement votre processus pour améliorer l'aérodynamisme de vos véhicules? En effet, on fait des tests. Donc, quand on a développé la première Alto, notre rétractable, on avait travaillé avec une firme en soufflerie virtuelle. Donc, au lieu d'être un vrai tunnel avec des vrais ventilateurs... C'est des simulations à l'ordi. Absolument. Donc, c'est moins dispendieux. Puis à la base, quand on a développé l'Alto, on investissait dans un produit dans lequel on n'avait pas encore de vente. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on a choisi d'y aller en soufflerie virtuelle. Mais honnêtement, quand on a une bonne modélisation 3D, ça nous donne d'aussi bons résultats, je dirais, pratiquement là, que de la soufflerie en vrai. Oui, exact. Donc, depuis ce temps-là, c'est pas mal ce qu'on fait. Il y a quelques modèles comme la 1743 qu'on avait développé sur des demandes de clients sans nécessairement explorer plus en détail. Mais quand on a fait la A21-24, on a redéveloppé puis on a retravaillé avec la soufflerie virtuelle. Dans le cas de cette roulotte-là, on avait fait 12 versions 3D de la même roulotte. Avant de trouver la bonne version. Exact, pour l'optimiser de plus en plus. Fait qu'à chaque fois, on s'améliorait. Mais là, des fois, on faisait un changement, ça nous remplirait. Fait qu'on apprenait de ça. Puis là, voyez-vous, on est en train de développer une 17 pieds, un peu comme la A. Fait qu'encore là, faite pour les voitures électriques, mais qui va donner une économie d'essence accrue pour les voitures à l'essence. Mais en version 17 pieds, plus légère aussi. Et celle-là, on l'a complètement encore là développée en soufflerie virtuelle. Fait que c'est vraiment notre outil principal quand on parle d'aérodynamisme. Puis à travers les itérations, on apprend aussi qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien là-dedans. Okay. Quand nos murs arrivent de la découpe de la CNC, sont complètement nus, je veux dire. Puis après ça, quand on fait la préparation des murs, on vient mettre toutes les extrusions d'aluminium qui vont cacher notre nid d'abeille, donc ce qu'on ne veut pas nécessairement voir. Ça, c'est ce qu'on voit ici. Là. Exact. Donc, les extrusions qui font tout le tour du mur, toutes les tours de fenêtres. Donc, les extrusions qui vont venir faire notre cadre de fenêtre sont là. Ensuite, les extrusions le long du bas du mur. Donc, ils viennent, eux autres, s'accrocher après le plancher. C'est ce qui fait que notre mur va tenir au plancher. Donc, c'est vraiment la préparation des murs qu'on va faire de ce côté-ci et qui ensuite vont être livrés à notre ligne d'assemblage pour être installés sur la ligne d'assemblage. Donc ensuite, quand on arrive au poste 2, notre poste 1, grosso modo, fait notre frame, installer le plancher. Puis au poste 1, on va aussi avoir installé les murs. Donc on voit ici nos 2 murs qui sont déjà sur la roulotte. Ça commence à prendre forme là, comme ça. Là. Exact. Donc le poste 2, une grosse partie de ce qu'ils vont faire avant l'installation des cabinets, là, il est assez avancé, mais on va avoir l'installation du harnais électrique. Donc, notre filage électrique qui part du devant au centre de la roulotte, qui vient et qui suit le long des murs, un peu comme en arrière des cabinets ou en arrière des banquettes qui sont installées par la suite. Donc, vraiment beaucoup de toute l'installation du filage électrique. Nous, les harnais, ils ont toutes les options qu'on offre sur nos roulottes. La même chose dans nos motorisés, le harnais a toutes les options. Mais parce qu'on fabrique sur commande pour chaque client... Vous allez brancher juste les items qui sont commandés par Donc, le client. L'équipe du poste 2 qui fait l'électricité, eux autres, ils savent si le client a pris l'air climatisé ou pas, quelle option il a choisi, le micro-ondes ou pas. Et ils vont sortir les options selon la commande client. Là. Puis vous, ça va vous permettre, j'imagine, par le futur, si le client veut rajouter un accessoire, le fil est déjà là s'il a besoin. Donc, après 26 ans en
à faire, c'est un peu ce qu'on a appris. Au début, quand on a commencé les motorisés Safari Condo, on faisait le harnais spécifique à chaque véhicule. Mais 2 ans plus tard, le client le regrettait et disait finalement, je vais prendre les panneaux solaires. Et là, il fallait repasser les fils par la suite. Donc, on a appris. En conséquence. Exact. Donc maintenant, ils sont tous là tout le temps. Ça nous simplifie la vie. Le jour où le client regrette ou il dit finalement, je prendrais cette option-là. Oui, exact. Ou à la revente. Oui. C'est donc à la revente. Le nouvel acheteur, lui, il veut des nouveaux accessoires. Tout à fait. Donc après ça, on a comme l'installation des cabinets qui commence. Donc le cabinet douche, toilette, cabinet comptoir. Et avec ça, une petite partie de la plomberie. Mais je dirais que là, c'est vraiment un tout début. Le gros de la plomberie va être fait à l'étape subséquente. Okay. Donc, quand on arrive au poste 3, entre autres, effectivement, on voit l'installation du mur arrière, mur avant de la roulotte. Fait qu'à l'intérieur, le toit au centre n'est pas là. Fait que là, présentement, on a juste l'avant et l'arrière qui sont installés. Dans tous nos modèles Alto, là, sauf bien sûr notre modèle à toit rétractable, toutes nos installations, murs et toit et avant et arrière, c'est tout un principe d'extrusion mâle-femelle. Donc, nos murs ont toujours une extrusion mâle et tous nos toits puis nos panneaux avant-arrière ont une extrusion qui est femelle, donc vraiment qui s'insère mécaniquement un dans l'autre. Fait que c'est excellent contre les infiltrations d'eau, surtout quand on parle joint, toit et mur. Là, souvent, dans les roulottes, c'est un point très... En tout cas, c'est plutôt un point faible. Dans notre cas, on a vraiment une barrière, un obstacle mécanique, physique à l'infiltration d'eau. Mais en plus de ça, on a 2 joints de rétane de chaque côté qui nous permet d'avoir encore là 3... Une troisième redondance. Exact, donc pour prévenir les infiltrations d'eau. Mais ça nous donne aussi une boîte qui est super solide. Oui, parce que là, tu as vraiment une structure qui se touche exact. Donc, on a déjà eu des altos qui, malheureusement, dans le cas d'un accident, ont versé sur le côté. On a changé les fenêtres, on a repeint parce qu'elle était graffinée, puis l'alto est reparti sur la route. Ça dépend toujours de l'accident, mais ça arrive régulièrement qu'elle peut tomber sur le côté, puis la boîte a tenu le coup. Fait qu'on la remet sur ses roues, on fait une inspection, mais d'habitude, elle est capable de reprendre la route avec juste des corrections cosmétiques. Ouais. Là. Ouais. Au poste 3, à part l'installation du devant et de l'arrière de la roulotte, on va venir aussi faire beaucoup d'installations des gros appareils, donc réfrigérateur, chauffe-eau, chauffage, air climatisé, c'est beaucoup là que ça se passe. Après, quand on arrive au poste 4, on tombe vraiment avec, entre autres, un des gros morceaux, c'est l'installation du toit. Donc, le toit qu'on va venir prendre avec encore un même système pont roulant avec vacuum. Ça nous permet de prendre le toit, de venir le déposer sur la roulotte. Sinon, après ça, une fois que le toit est installé, ça nous permet d'installer la fin des cabinets. On a beaucoup de cabinets qui sont accrochés au toit. Fait qu'avant ce moment-là, on ne pouvait pas les installer. Fait qu'on va venir faire un petit peu la fin de ces installations-là, la fin de la finition pour la salle de bain, justement, la douche, tout ça. Fait que ça se fait rendu à l'étape 4. Okay. Puis ensuite, quand on termine les postes 5 et 6, c'est vraiment plus, on embarque dans la finition. Donc, je dirais, là, poste 5, on arrive beaucoup dans les tests. Donc, tous nos produits sont CSA. Puis même, là, depuis récemment, on a officialisé, en fait, là, notre statut. Parce que CSA puis la norme américaine qui est NFPA, c'est des normes qui ont été harmonisées, ça fait plusieurs années déjà. Donc, c'était pratiquement la même norme. La seule différence, c'est que CSA requiert les étiquettes en 2 langues parce qu'au Canada, c'est bilingue. Ouais. Mais sinon, c'est la même norme. Donc, ça fait plusieurs années qu'on vendait aux États-Unis sous le CSA. Donc, les tests qu'on a à passer, c'est que ces normes-là nous dictent les tests qu'on doit faire. Donc, on a 2 tests électriques, on a 2 tests de plomberie, on a 2 tests de propane et on doit les faire selon les normes. Nos tests de propane doivent être faits par des gens qui ont des cartes. Fait que dans chaque usine, on a des gens qui ont fait leur cours de propane qui sont certifiés, à part, bien sûr, là, de nos techniciens, notre service notre service après-vente, en fait. Là. Okay. Mais ouais. Donc, ici, c'est beaucoup là qu'on fait ces genres de tests-là. On fait aussi, puis ça, c'est pas nécessairement régi par CSA, mais on va faire des tests d'infiltration d'eau. Donc, on arrose la roulotte, on teste chaque ouverture, chaque lumière, chaque fenêtre, les panneaux de rangement. On essaie là, vraiment de faire un bon tour. Fait qu'on fait ces genres de tests-là ici. Puis après ça, quand on arrive au ménage, le ménage, l'inspection finale, c'est beaucoup, là, on reteste, mais on va retester vraiment les appareils. Est-ce que l'air climatisé fonctionne? On parle de micro-ondes, est-ce qu'il chauffe? On met un bol d'eau, quelque chose? Est-ce que le frigo refroidit? Ces choses-là. Donc là, on va tester nos appareils et on fait bien sûr le ménage. On installe les coussins. On garde ça pour la fin, question de ne pas salir les tissus en cours de route. Puis une fois que le ménage est fait, complété, là, la roulotte est en théorie prête à livrer. Là. OK.
Fait que là, on a terminé notre roulotte Alto. Puis là, j'étais curieux, avant qu'on change de bâtiment, ça ressemble à quoi à peu près la capacité de production de votre usine? Combien de roulottes vous pouvez sortir par semaine ou par année? Ça ressemble à quoi à peu près le volume que vous pouvez faire, mettons, en production au max, quand tout va bien? Oui, bien en fait, ici, l'usine Alto 2, en fait, qui fait juste les 21 puis les 24 pieds, on a une production à peu près là, de 5,5 roulottes par semaine. Donc, un petit peu plus que 200 par année. Là, mais, et on a Alto 1, qu'on n'a pas visité dans le cas ici, mais qui fait toutes nos roulottes de 17 pieds. Puis, présentement, va faire entre 5 et 5,25. Fait que pas tout à fait exactement au même niveau, mais ça suit généralement. Là. Et même chose, là, donc un 200. Fait que c'est pour ça qu'on disait souvent annuellement à peu près 400 roulottes, mais là, on devrait dépasser ça cette année. Fait qu'on est sur des belles tendances, là, ça s'améliore. C'est quoi les enjeux? C'est quoi qui vous limite d'en faire plus? C'est quoi les problèmes que vous avez, mettons, à gérer des usines comme ça de roulottes et de VR? Bien, en étant dans une des régions du Québec qui a le plus beau taux de chômage, Chaudière-Appalaches, c'est reconnu, là, c'est clair que l'enjeu de main-d'œuvre, c'en est un. Parce que l'usine Alto 2, quand on l'a construite, c'est de loin notre plus grosse. Elle était conçue pour faire jusqu'à maximum 10 roulottes par semaine. Est-ce qu'on va l'atteindre de façon réaliste? On ne sait pas. Là, voyez-vous, notre objectif, là, c'est de s'en aller vers le 6 roulottes par semaine, probablement d'ici 2025. Là. Donc, on travaille fort là-dessus, puis on est en bonne voie. Donc, 6 roulottes par semaine, on s'approche de notre objectif éventuel, mais l'enjeu de main-d'œuvre, c'est sûr que ça en est un. L'autre, bien, depuis 2-3 ans, l'enjeu d'approvisionnement, ça en était un assez important. On a travaillé fort là-dessus, d'ailleurs, là, non seulement pour les côtés transport, qui a été plus difficile, mais beaucoup aussi de trouver des fournisseurs alternatifs. Fait que là, on parle d'aller chercher les matériaux bruts pour construire les roulottes. Là. Absolument. Puis, dans le but d'atteindre vos objectifs, puis d'augmenter votre capacité de production, ça passe-tu plus par l'automatisation, par le développement, puis d'ouvrir, exemple, une autre usine? Ou ça serait quoi exactement vos prochains steps pour réussir à atteindre vos objectifs? Bien, pour l'instant, pas nécessairement l'ouverture d'autres usines, entre autres parce qu'ici, on pense qu'on a de la capacité à accroître notre production dans la bâtisse qu'on a déjà investi dessus. Donc, c'est beaucoup plus, oui, en partie d'automatisation. On veut aussi repenser, on a déjà, tu sais, cette usine-ci, elle a 6 ans, puis on a déjà refait toute notre ligne d'assemblage. Donc, il y a 2 ans, vous seriez venu ici, puis c'était pas la ligne qu'on avait. On avait complètement un autre layout. Fait qu'on a refait tout le plancher dans le but étant d'optimiser. Notre principe, c'est toujours de faire plus de roulottes avec le même nombre de personnes. Ben oui. Si on est plus efficace, ça, c'est, je dirais, le gros de notre cheval de bataille. Une partie peut aller en automatisation, ça, c'est certain. Mais il y a toujours des enjeux, je mentionnais, de volume. Donc, ça prend des volumes, ça prend aussi beaucoup de repeat. Quand on a beaucoup de modèles différents, ça complexifie cet aspect-là un petit peu. Sinon, ben, c'est la première année, mais je sais que dans la Beauce, en tout cas dans le coin ici, c'était quelque chose qui était assez courant. Mais on a commencé aussi à avoir des travailleurs étrangers. On avait déjà des travailleurs qui avaient leur citoyenneté canadienne qui venaient du Pérou. Fait que maintenant, on a d'autres Péruviens qui sont venus se joindre à l'équipe. Fait que présentement, on a 5 travailleurs avec nous, mais ça nous a donné un bon coup de pouce, puis sincèrement, ça nous a permis, ils ont contribué à l'atteinte de nos objectifs de cette année. Là. Ah, c'est cool. Donc, on s'en va maintenant visiter notre usine de motorisés. Fait que notre première usine, quand on s'est établi à Saint-Frédéric, puis bien sûr, notre plus vieille gamme de produits, là, maintenant, avec des véhicules qui ont 26 ans sur les routes. Là. Puis, dans le fond, c'est là que notre van à nous a été construite, probablement? Oui, absolument. Okay. C'est là que 100 de nos vannes sont construites. On va aller voir ça. Merci. Ça, c'est-tu de la famille, ça? Oui, c'est mon grand-père, Nadeau, puis mes 2 cousins. Fait que pendant des années, en fait, l'ensemble de toutes nos brochures, c'était vraiment un album de famille. C'était moi, ma mère, mon père, mon grand-père, mon oncle, mes cousines du côté de ma tante Joanne. En tout cas, bref, c'était vraiment... Vous avez tous joué au mannequin. Ah oui, c'est ça. Ben, c'était moins cher que de payer des professionnels. Cheap labor. Oui, cheap labor. Donc, dans le fond, notre usine de motorisés, on rentre nos camions ici, puis on fait notre postant. Puis après ça, on a une ligne à 2 véhicules de large. Puis on va descendre jusqu'à la fin où on va ressortir comme à l'autre bout de l'usine. Là. OK. Fait qu'ici, au poston, c'est vraiment là, les premières étapes où on travaille beaucoup la carrosserie. Donc, on a déjà commencé à découper les fenêtres. L'installation n'est pas encore débutée, mais présentement, on travaille sur le toit du véhicule. Donc, sur le toit, on va faire l'installation du ventilateur, l'air climatisé. En fait, le trou de l'air climatisé, elle va s'installer un petit peu plus loin. Les panneaux solaires, l'auvent va s'installer à cette étape-ci. Donc, vraiment, là, tout ce qui est travail en hauteur, on essaie de le concentrer beaucoup à ce pas-ci. Okay. Puis, à l'intérieur, une fois que les fenêtres vont être installées, on vient aussi faire l'installation de notre plancher.
Donc, Fait que vous êtes quand même en chaîne de montage, même dans cette usine ici aussi. C'est pas toutes les étapes qui sont faites une fois qu'il est stationné ici. Il va avancer le véhicule puis oui, absolument. évoluer. Donc là, on est au deuxième point pour les vannes. Oui, donc poste 2, vraiment, on le voit, là, c'est plein de fils qui pendent partout, mais c'est vraiment l'électricité. Fait que le gros du poste 2, on va vraiment, un peu comme dans l'Alto, on va étendre, mettre notre harnais. Encore là, toutes les options sont dessus, fait que ça va être nos équipiers du poste 2 qui vont sortir les options qui ont été sélectionnées dans la commande du client. Même chose aussi au poste 2, bien, dans les vannes, là, on a vraiment un harnais qui passe au sol. Après ça, on a tout notre harnais au plafond. Puis ils vont faire la finition, l'isolation du plafond. Donc, quand on arrive au poste 3, bien, là, il va être vraiment rendu à l'installation des cabinets, grosso modo. Fait que la finition au plafond, elle est déjà installée. On voit l'air climatisé. On voit même l'intérieur d'une unité d'air climatisé qui est installée, qui est connectée. Fait que, ouais, on avance pas mal de ce côté-là. Puis l'isolation est complétée à cette étape-ci. Au début du poste 3, en fait, on a divisé parce qu'il y a tellement de cabinets dans le camion qu'on a comme divisé le poste 3 en deux. Fait qu'avant, ça se faisait tout par la même équipe. Maintenant, on a comme deux équipes. Fait que le début du poste 3, on appelle vraiment là, plus les cabinets du haut. Donc, tout ce qui est accroché au plafond, fait que les cabinets en haut. Vient avec ça aussi là, le cabinet de douche, parce que lui touche au plafond, puis il y a un impact sur le positionnement du reste des cabinets autour. Donc, à la deuxième étape du poste 3, en fait, on commence à voir là, les boîtiers du bas. Celui-ci va être un lit flex, j'imagine, normalement, qui est pas mal notre lit le plus populaire, de toute façon, qui permet l'espace de rangement arrière. Là. Donc, c'est ça. Alors, en avant, pendant ce temps-là, on va installer la banquette qui permet là, de voyager à 4 personnes. Donc, c'est vraiment plus le bas qui va être fait à cette étape-ci, ainsi que toute la finition autour des fenêtres, là, donc les trims. Nous, on est rendu avec un système de toile intégré là, que vous avez. C'est super rapide, c'est ça, c'est super vite. Là. Donc, c'est ça, les trims, toute cette finition-là va être installée à cette étape-ci aussi. Donc, quand on arrive, là, le véhicule n'est pas monté, mais quand on arrive au 4e poste, normalement, nous, on appelle ça les dessous. C'est pour ça qu'on travaille avec des lifts pour permettre de lever le véhicule dans les airs. C'est là qu'on va travailler le dessous du véhicule principalement. Donc, il y a certains aspects qu'on va quand même faire à l'intérieur. L'installation des batteries, on finalise une certaine portion là, du système électrique. Mais le gros du travail, c'est l'installation des marchepieds, l'installation du réservoir de propane en dessous du véhicule, toutes les connexions, les réservoirs et tout. Là. Fait que c'est vraiment rendu au poste 4 qu'on fait tous ces aspects-là. Je parlais chez Alto des tests CSA, mais le même test, les tests électriques, les tests de plomberie, les tests de propane. On le fait sur les véhicules aussi. Oui, gros. En fait, au poste 4, là, c'est le gros des tests qui vont être faits complétés ici. Puis après ça, c'est vraiment... Une fois que le poste 4 est terminé, on arrive vraiment à ménage-inspection. Un peu comme dans l'Alto. Là, on va vraiment faire plus nos aspects de finition. On va faire nos derniers tests d'appareils. Donc, c'est-à-dire encore là, s'assurer que tous nos appareils fonctionnent comme ils le devraient. Et puis après ça, on vient rentrer nos derniers rideaux, coussins, derniers trucs, puis on est prêt à livrer. La petite finition. Puis dans le fond, là, en tout cas, ça me semblait beaucoup plus court comme chaîne de montage. Est-ce que c'est la même durée pour construire de A à Z le véhicule c'est beaucoup plus long. Ici? C'est plus long ici? Oui. Ah oui, j'aurais cru le contraire. On dirait que c'était plus... On parcourait plus de pas dans l'autre usine, mais c'est plus long, parce que là, j'imagine qu'on est limité à 1 ou 2 employés à la fois à chaque poste. Là. Exact. Donc, effectivement, il y a moins d'employés sur chaque poste, puis il y a plus d'heures de travail pour chaque poste dans une vanne. Fait que même s'ils sont 2 dans l'Alto versus 2 ici, dans l'Alto, on est à peu près, dépendant de l'usine, mais en étant de 6 ou 7 heures par poste, dépendant si c'est Alto 1 ou Alto 2. Puis ici, on est probablement plus aux alentours de 17-18 heures par poste de travail. Donc, c'est clair qu'il sort, moins de camions au bout de l'année. Là. Puis en bout de ligne, ça ressemble à quoi la production camion versus roulotte? Là, on parlait tantôt de 400 à peu près roulottes par année. Les camions, ça ressemble à quoi par année? On est aux alentours, je dirais, entre 90 et 95. Okay. On a déjà fait un petit peu au-dessus de 100. Mais là, nos camions sont de plus en plus gros, de plus en plus équipés. Fait que donc, ils prennent chacun plus d'heures à faire. Ouais. Fait que là, on est plus aux alentours de 90-95 camions par année. OK. C'est ce qui fait le tour pour notre visite de l'usine de Safari Condo. C'était super intéressant de découvrir comment les motorisés et les roulottes Alto sont construites chez nous au Québec. C'est un fleuron, une belle fierté
fierté québécoise que ces produits de qualité-là sont produits chez nous. C'était vraiment le fun de visiter, d'apprendre tout ça, puis d'avoir l'occasion de rencontrer Dominique, puis qu'elle nous parle de ses produits avec passion. On voit qu'elle adore ce qu'elle fait, on voit qu'elle connaît tous ses produits. J'y ai posé une tonne de questions et elle avait réponse à chacune de mes questions. On voit que c'est quelqu'un qui utilise ses produits puis qui les connaît bien. C'était vraiment super le fun. Donc, un gros merci à Dominique. Puis, nous, ça fait le tour pour notre épisode d'aujourd'hui. Donc, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.